Merci Merci beaucoup. Katerina. Alors, c'est à mon tour de vous remercier pour cette proposition de modérer un panel qui s'appelle effectivement Africanité bergsonienne. Alors, on aura, comme toujours dans ce colloque, deux interventions. Je vais présenter la première et je présenterai la seconde le moment venu. Donc, le premier intervenant, c'est Monsieur Kudregma Yaya Tientega, qui est doctorant en troisième année de philosophie à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Il a réalisé notamment un mémoire de master dont le thème était Le procès de la culture africaine chez Ebenezer Njomwele, sous-titre Esquisse d'une pensée authentique du progrès, un mémoire qui a été soutenu en 2020 sous la direction du professeur Jacques Nanema. Et il va nous parler aujourd'hui du thème suivant. Je donne le titre de sa présentation, Sur les traces de Bergson, Njomwele et l'exigence d'une ouverture culturelle africaine. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez 30 minutes jusqu'à 10h40. Ok, je ne sais pas si on me reçoit. Oui. On ne vous entend plus. Vous pouvez réactiver le micro, Monsieur Tientega. Oui, c'est fait. Je ne sais pas si vous me recevez. On me reçoit? On vous reçoit bien. On Continuez, vous entend, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt merci à tous pour ce moment d'échange. Je suis Tientega Kouregmaya de l'université Joseph Kizerbo. Et à l'occasion du colloque, j'ai proposé une communication qui s'intitule comme suit, sur les traces de Bergson, Njomwele et l'exigence d'une ouverture culturelle et africaine. Et pour faciliter, j'ai proposé un plan de communication et pratiquement en quatre grandes parties. On aura une introduction, un grand point de Bergson à Mouélé, le clos et le médiocre comme expression d'une société régressive. En grand 2, du clos à l'ouvert ou de la médiocrité à l'excellence, l'exigence d'une ouverture culturelle et enfin une conclusion. Nous partons du contexte suivant pour citer un peu le débat. Nous partons du fait que la rencontre entre l'Afrique et l'Europe n'a pas été d'un parfait amour. La rencontre a été plus ou moins violente. Et l'Afrique a été ce continent qui a connu un certain nombre de considérations. Considéré comme un continent à part, cela a conduit au déni même de la rationalité nègre, pour ainsi le dire, à un moment donné de l'histoire même de la philosophie ou de l'histoire tout court. Et face à ce déni, et certains Africains, notamment une certaine élite qui s'est sentie plus ou moins frustrée de certaines considérations sur l'Afrique, cette élite a essayé de faire une sorte de restauration et une affirmation de la dignité noire. Et ce qui a suivi cette restauration et cette affirmation de la dignité noire, c'est un appel au retour des valeurs du terroir. Et comme étant une voie africaine, non seulement pour relancer le développement du continent, mais aussi revendiquer une certaine identité noire sur l'échiquier mondial de l'histoire même en général. Et partant de ce constat, nous nous posons un certain nombre de questions. Est-ce que le repli culturel est-il une solution à l'affirmation de l'Afrique? N'est-il pas au contraire un frein au progrès? Est-ce que nous ne gagnerons pas à s'ouvrir au monde malgré tout? Et nous partons des hypothèses suivantes. Nous disons des hypothèses suivantes, pardon. Le repli est un obstacle au progrès et au développement. Et l'ouverture à l'altérité favorise le partage, les échanges, donc le développement. Notre objectif à travers la présente communication, c'est d'amener
les Africains, sinon certains Africains, à s'ouvrir davantage au monde et à être perméables aux autres cultures. Alors, la méthode est essentiellement une analyse critique parce que nous nous sommes basés sur un certain nombre d'ouvrages pour apporter un peu notre contribution. Donc, de la société cloche Bergson à la médiocrité chez Mouelet, l'expression d'une société régressive. Et voilà un peu comment nous allons démarrer avec ce grand thème. Donc, la société, nous disons qu'elle a été pensée par Bergson suivant un modèle dualiste. Et on peut lire chez Bergson une distinction de la société en société close et en société ouverte. À la première société, dont nous appelons la société close, nous pouvons dire qu'elle relève de la contingence historique, pour ne pas dire un accident. Donc, c'est l'émanation de la nature telle qu'elle a été établie. Et dans cette société close-là, il est demandé à chaque membre de vivre et de se comporter suivant du moins les exigences et les obligations y afférentes. C'est-à-dire qu'il y a une routine dans cette société close-là. Et l'homme, dans ces conditions, n'a pas de singularité. Donc, il est obligé de se conformer aux exigences du groupe. Donc, il y a une logique de fonctionnement du groupe autour de laquelle même les comportements des hommes doivent s'inscrire ou s'allier. Donc, qu'il s'agisse de sa conduite sociale ou morale, les hommes doivent s'inscrire dans cette masse-là, dans cet anonymat. Donc, d'où l'idée maintenant de morale close. De cette caractérisation de la société close par Bergson, nous pouvons établir un lien avec la conception de Mouelet par rapport à sa notion de médiocrité. La médiocrité telle que définie par Ebenezer Mouelet, c'est l'acceptation des valeurs du milieu à l'image de la morale close chez Bergson. Donc, grégarité, esprit moutonnier et conformisme irréfléchi, voilà ce qui définit le médiocre, c'est Ebenezer Mouelet. La figure du médiocre chez Mouelet trouve son explication à partir même du milieu. Donc, nous estimons même qu'il serait plus judicieux de parler même du milieu au médiocre, dans la mesure où c'est le milieu même qui façonne le médiocre. L'être grégaire, c'est celui qui est incapable de s'affranchir de sa nature biologique que représente l'animalité. Et la grégarité conduit immanquablement à un comportement moutonnier qui ne sait pas prendre du recul par rapport aux autres et aux valeurs du milieu. Donc, il y a donc une aliénation indépassable qui définit le médiocre et qui fait qu'il est incapable de distanciation. Donc, le médiocre se complaît dans la normalité, c'est-à-dire la logique du groupe. Il tourne le dos à l'avenir, il s'oublie dans l'anonymat et en même temps, il tue toute velléité de création en lui. Donc, voilà pourquoi nous disons que cette médiocrité est l'expression d'une société régressive. Et régressive dans la mesure où il n'y a pas de valeur nouvelle, il n'y a pas de valeur créative qui puisse amener la société à sortir de ce cercle habituel-là. Voilà pourquoi notre auteur parle d'instinct de mort. Ça veut dire qu'au juste, quand il parle d'instinct de mort, c'est cette inertie, cet immobilisme du milieu en conservant et en répétant la même chose. Cet instinct de mort peut se lire à deux niveaux, aussi bien du côté de la société que du côté de l'individu pris dans son individualité. La société répète et conserve d'une manière élogieuse ses valeurs. La société définit une direction à prendre. Et la société se meurt par manque de créativité, par manque de nouveauté. Voilà pourquoi nous parlons de sociétés de mort ou de sociétés régressives. Quant à l'individu, de peur d'avoir affaire au groupe ou à la morale du clan, et de peur d'affronter le clan, il se confond systématiquement au groupe en imitant leur comportement et en tuant en lui toute autonomie réflexive. D'où la nécessité maintenant, de notre point de vue, de sortir de cette société close et de sa morale-là pour la société ouverte. Donc, nous avons intitulé ça « Du clos à l'ouvert ou de la médiocrité à l'excellence, l'exigence d'une ouverture culturelle ». Et la société ouverte, l'excellence sont des exigences chez Bergson. C'est vrai que l'excellence est un terme cher à Ebenezer Mouelet, mais on peut enraciner ça chez Bergson. Voilà pourquoi nous pensons que les deux ont en partage ces notions-là. En s'inscrivant dans la logique de ces exigences, c'est en s'inscrivant dans la logique de ces exigences,
que nous pensons que la société peut mieux se porter et comment l'homme excellent est défini et comment parvenir à l'excellence. Alors, de la vue de Ebenezer Ndiomwele, l'homme excellent, c'est un être engagé dans le processus de libération. C'est l'homme qui combat l'ordre établi, la superstition, le système d'habitude. Qu'il s'agisse de la superstition ou le système d'habitude, ils constituent toutes des barrières à la liberté et à la vie. L'homme excellent, pour enraciner ça maintenant chez Bergson, est à l'image du héros bergsonien. Et ce héros, qui représente les autres hommes, est un guide parce qu'il s'est libéré du monde des valeurs éternelles, des valeurs non renouvelables. Il montre aux autres le monde des valeurs. Il montre aux autres que le monde des valeurs closes, le monde auto-répétitif, n'est pas le but de l'existence. Ils doivent impérativement sortir de ce monde pour s'inventer, car le monde clos n'est pas leur destination finale. Donc la destination de la vie, c'est la création de nouvelles voies, c'est la création de nouvelles valeurs. Et c'est ça l'attitude du héros bergsonien et de l'excellent chez Ebenezer Ndiomwele. Donc, le héros ne doit pas tomber dans la répétition, car ce n'est pas là le but de la vie. Et Bergson écrira à cet effet. Automatisme et répétition, qui dominent partout ailleurs que chez l'homme, devraient nous avertir que nous sommes ici à des haltes et que le piétinement sur place auquel nous avons affaire n'est pas le mouvement même de la vie. On peut lire cela au niveau de son ouvrage intitulé L'énergie spirituelle, 102e édition, Presse universitaire de France, édition de 1966 à la page 24. Donc, s'enfermer dans le monde de la répétition n'est pas l'attitude du héros de Bergson. Donc, le héros doit être en mesure de se dire, cette vie, je me la présente encore comme une vie de lutte, comme une exigence d'invention, comme une évolution créatrice. Donc, mieux, il doit même entraîner les autres avec lui par son exemplarité, sa promptitude à rompre avec les clôtures, parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis des autres. Et l'homme excellent, sinon le héros bergsonien, il a un devoir d'agir de sorte à amener les autres à s'épanouir. Donc, il prend en compte le genre humain. Et c'est là où vous allez comprendre quand je parle de l'ouverture culturelle, qu'il s'agit de la nation ou du pays dans lequel le héros doit vivre. Ce pays ou cette nation ne doit pas être une fin pour lui. En réalité, il doit prendre en compte le genre humain. Et la morale de la société close là semble être une morale qui ne dépasse pas le cadre de la famille et de la nation. Le héros ne prend pas la famille et la nation comme une fin. Elle constitue certes des étapes pour se hisser à un niveau de l'humanité. Puisque s'il reste au niveau de la société, le héros ne sera pas loin de l'homme du milieu, car la morale de la société close est autocentrée. Donc, c'est dans la société ouverte donc que l'homme est appelé à surmonter les difficultés et à se dépasser lui-même. Tandis que la société close le condamne à la répétition, la société ouverte le libère. Donc, dans la société ouverte, l'homme n'est pas indifférent au sort des autres, comme je le disais tantôt. Il lie son sort à celui des autres. C'est là la caractéristique de cette société ouverte dont Bergson parle. Et une fois nous le citons, la société ouverte est celle qui embrasserait en principe l'humanité entière, rêvée de loin en loin par les hommes d'élite. Elle réalise chaque fois quelque chose d'elle-même dans les créations dont chacune, par une transformation plus ou moins profonde de l'homme, permet de surmonter des difficultés jusque-là insurmontables. Et qu'est-ce qui va favoriser également l'avènement de l'homme excellent, pour ne pas dire du héros? Il faut une éducation, de la volonté comme une alternative à la clôture, car elle permet de sortir de ce conformisme-là pour tendre vers des valeurs nouvelles, des valeurs qui prendraient tout le monde en considération et non des valeurs à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'une famille. Donc, la société et la morale ouverte répondent à la question suivante: comment faire de tous les hommes un prochain, même s'ils n'appartiennent pas à ma communauté? Et cette société et cette morale ouverte-là invitent à aimer le genre et à considérer le genre humain comme une dignité. Elles font la promotion de l'excellence, c'est-à-dire qu'elles prônent notre ouverture au monde et non la recherche d'une certaine authenticité propre à une famille ou bien à une nation. Donc, cette recherche-là s'apparente à une sorte d'unanimisme local. Je parle de la recherche d'une authenticité. Et cela ne libère pas le génie potentiel de l'homme. Donc, il y a une sorte de nivellement de la société, pour ne pas dire par le bas. Et pour Ebenezer Ndiomwele,
la recherche d'une certaine pureté originelle en matière de culture n'est pas essentielle pour l'Afrique. Nos cultures, dans leur pureté, elles n'offrent pas un cadre vraiment illimité d'expression. Le cadre est vraiment restreint. Voilà pourquoi ces cultures-là doivent sortir de ce cadre étroit pour s'inscrire dans un cadre plus global qui est l'ouverture. Et pour y parvenir, il faut forcément sacrifier la pureté, ou du moins la recherche de la pureté et de l'authenticité. Donc, voilà un peu comment nous avons structuré et organisé le travail. Et pour conclure, nous disons simplement qu'il y a une filiation et une continuité entre Bergson et Ebenezer Ndiomwele en termes de conception aussi bien de la société que de l'individu. Chez le premier, la société est pensée suivant une double conception. Et il y a la société close d'un côté, société dans laquelle les hommes sont appelés à se conformer aux normes qui y sont édictées. Et dans cette société, l'individu n'a pas de volonté, elle n'a pas d'inventivité, pour ne pas dire de créativité. Elle se trouve, et dans cette société, l'individu se trouve dilué dans la masse et dans l'anonymat. Et cette société a également sa morale, qui en réalité n'a d'égard qu'aux membres même qui l'habitent. Cette morale est définie conformément aux exigences et à l'orientation de cette société éclose. De l'autre côté, il y a la société ouverte, et c'est dans cette société, comme son nom l'indique, qu'il y a des valeurs nouvelles qui sont prônées. Donc, ces valeurs ne sont pas des valeurs préétablies et qui demandent à être administrées à l'individu qui est membre du clan ou du groupe. Ce sont des valeurs à construire perpétuellement, des valeurs à réinventer et à changer, si je peux ainsi m'exprimer, par l'individu lui-même en tant que sujet libre doté d'une conscience. Donc, ces valeurs-là transcendent le cercle clos de l'appartenance historique de l'individu pour prendre en compte tous les genres humains. Ces valeurs invitent à établir une équivalente dignité entre tous les hommes, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent. Et ces valeurs-là, ce n'est que dans la société ouverte qu'on peut les prôner, qu'on peut les mettre en valeur. Cette société, aussi la morale qui s'y est avec cette société-là, c'est la morale ouverte. Donc, voilà un peu, et j'ai essayé de, cette fois-ci j'ai respecté le temps, voilà un peu en attendant qu'on revienne sur les échanges, et c'est qu'on peut dire par rapport à cela. Il y a des éléments de bibliographie que je n'ai pas pu mentionner, mais je me suis appuyé sur un certain nombre d'ouvrages, notamment de la médiocrité à l'excellence, suivi de développer la recherche humaine du professeur Ebenezer Ndiomwele. Il y a les considérations actuelles sur l'Afrique. Je me suis appuyé également sur certains écrits du professeur Jacques Nanema et l'incontournable ouvrage de Axel Kabou pour élaborer la présente communication. Donc, c'est un travail en cours et nous voulons nous essayer pour prendre les avis et améliorer un peu le travail. Donc, sur ce, nous vous remercions et nous attendons votre retour pour les échanges. Encore merci pour l'occasion. Merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup de temps devant nous. En réalité, vous avez parfaitement respecté le temps et on vous en remercie. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Moi, je propose qu'on fasse la discussion dès maintenant, comme nous avons pas mal de temps devant nous. Et puis, bon, comme ça permettra à toutes les questions sur cette communication d'être posées directement. On a encore la communication en tête. Donc, on peut prendre jusqu'à 10h45, hein, selon le timing qui avait été donné à l'origine. Pour poser des questions, vous pouvez faire comme vous voulez, soit lever une main physique, soit lever une main virtuelle par Zoom. Voilà, j'attends vos propositions. Sinon, moi, je veux bien moi-même lancer la discussion. Merci beaucoup pour votre communication qui prend en considération
un des aspects importants de la pensée de Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion. Est-ce que vous pourriez décrire et interpréter le rapport entre le clos et l'ouvert chez Bergson, parce que vous parliez à juste titre d'un modèle binaire ou dualiste. Effectivement, Bergson, dans tous ses ouvrages, oppose toujours deux notions, hein, la durée, l'espace, la mémoire, la matière. Bon, ici, nous avons le clos et l'ouvert, mais la question, c'est est-ce qu'on peut passer du clos à l'ouvert par un simple élargissement ou non? Et vous aviez l'air de dire que ça n'est pas par un simple élargissement, ça n'est pas en accroissant la famille à la nation et la nation à l'humanité, qu'on arrivera à l'humanité. En revanche, Bergson nous dit qu'il faut passer par une sorte de saut brusque, de conversion radicale pour se placer d'emblée au point de vue de l'humanité. Et alors ça, dans votre présentation, comment est-ce que vous l'intégrez comment est-ce que vous comprenez ce saut brusque qu'il faut effectuer pour se placer tout de suite au point de vue de l'humanité? Ok, merci. Et comment décrire et interpréter le clos et l'ouvert et par rapport au saut brusque dont propose Bergson. Et ici, pourquoi nous décrions un peu les valeurs familiales, pour ne pas dire les valeurs à l'échelle de la nation, et en tant que valeurs que l'on puisse élargir, parce que c'est vrai, il est difficile de trouver des valeurs autour desquelles tu puisses faire l'unanimité. Mais si nous partons de la famille ou de la nation, nous pensons que c'est des valeurs plus ou moins locales qui ne prennent pas en compte, elles apparaissent comme des valeurs d'imposition. Alors que l'esprit, selon notre compréhension de l'ouverture telle que nous l'avons interprétée chez Bergson, c'est cette manière d'amener l'individu à se hisser au-delà des valeurs établies, aussi bien à l'échelle de la famille qu'à l'échelle de la nation. Parce que l'interprétation que nous faisons, c'est la libération de l'individu en réalité. Parce que l'individu ne doit pas être enfermé dans un genre donné, que ce genre soit local, à l'échelle de la famille ou à l'échelle de la nation. Et parce qu'il n'y a pas de... Et je prends un exemple. Les valeurs, qu'il s'agisse d'un Africain ou d'un Africain, par exemple, n'est pas plus humain, ou les valeurs africaines ne sont pas plus humaines que les valeurs asiatiques ou les valeurs d'un autre continent. Et cette ouverture-là, l'ouvert, pour reprendre le terme de Bergson, permet cette rencontre de la pluralité. Et à partir de là, chacun peut tirer son compte, voilà, pour apporter un plus à sa nation, à sa communauté. Mais partir des valeurs des terroirs ou de la nation, c'est comme si l'on s'enfermait. Parce que quand on exalte les valeurs de sa nation, en même temps, c'est comme si on niait les valeurs aussi des autres. Donc voilà pourquoi nous interprétons l'ouvert de Bergson comme cette invite au partage, à l'interculturalité pour transcender un peu les valeurs locales et amener les genres humains à un niveau plus ou moins mondial, tout en sachant que les valeurs ne peuvent pas faire l'unanimité. Et pour nous, c'est la libération de l'individu qui est ici visée. Nous pouvons nous tromper, mais c'est l'interprétation que nous faisons de l'ouvert chez Bergson. Maintenant, quant à sa proposition, le saut brusque ou le saut radical, je ne sais pas si c'est compris comme l'élargissement de la famille ou de la nation à l'échelle mondiale, mais voilà un peu l'interprétation que nous faisons de cette ouverture. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans l'ordre des questions, on va avoir Jeanne Diouf, Katerina Zanfi, Émile Kenmonier et Ebenezer Njomwele. Jeanne, je vous passe la parole. À tous et ravi de vous revoir, c'est virtuellement. Voilà, donc la question que j'avais est la suivante.
Tout à l'heure, il parlait dans son exposé de la destination de la vie. C'est pas ici, il parle de chez Bergson, c'est la création de nouvelles valeurs. Et ici, dans le cadre de l'Afrique, puisque vous proposez un parallélisme entre la pensée de Bergson dans son époque, dans son contexte d'alors, et celle du professeur John Moelle dans le contexte africain. Selon vous, quelles seraient ces nouvelles valeurs qu'il faut créer aujourd'hui en Afrique? Si on suit la logique du professeur John Moelle, quelles sont ces valeurs que vous aurez à décrire partant peut-être des solutions qu'il a proposées? Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Et le parallélisme, pour ne pas dire cette transposition des valeurs prônées par Bergson à une époque donnée par rapport au contexte africain, quelles sont les valeurs ou les nouvelles valeurs en Afrique dont on pourrait énumérer ou évoquer voilà, pour en Afrique. Et comme je le disais tantôt, c'est vrai, on ne peut pas avoir une certaine unanimité sur les valeurs, mais au moins, il y a des valeurs quand même qu'on peut avoir en commun. Je prends par exemple le don de soi à l'humanité. Au-delà de toute considération ethnique, au-delà de toute considération raciale, au-delà de toute considération d'appartenance historique. Le don de soi au genre humain est une valeur que nous pensons que tous les Africains, quel que soit leur niveau ou leur position, on peut défendre par exemple ces valeurs-là. Et pourquoi je dis cela? Nous sommes dans un monde, pour ne pas dire dans une planète où pratiquement nous sommes tous voisins. Et pour nous, certaines considérations ethniques ou régionalistes n'ont pas le droit d'être citées. S'il y a une injustice qui s'abat sur telle ou telle personne, on doit se faire ce devoir-là de déclarer. On ne vous entend plus là, monsieur. Je ne sais pas si vous vous en apercevez. Il a peut-être terminé. Oui, monsieur Tientega, vous êtes encore là? Sur le tableau, on voit que vous êtes encore là, connecté, le micro est ouvert. C'est peut-être un problème de bande passante. En train de se recharger peut-être, non? Alors, il a disparu. On attend un instant qu'il va peut-être Oui, oui, on peut attendre, oui, oui, oui. le temps de se reconnecter. Ça arrive. Voilà. Dommage, elle est solide sa connexion, hein, donc là, je ne sais pas ce qui Oui. se passe. Oui. Attends encore un instant qu'il Il y a absolument deux choses à vérifier chaque fois. Mm. La disponibilité de l'électricité et la Oui. quantité de... Pour ceux qui n'ont pas l'accès limité à la connexion Internet, il faut absolument Vérifier investir son forfait, oui. exactement pour avoir au moins pour une conférence comme Oui. celle-ci, le minimum c'est 3 gigas, 4 gigas qu'il faut avoir dans son, Oui. dans son dispositif. Mm. Donc nous sommes posés à deux risques, le risque de la fin de des mégas et le risque de la coupure d'électricité ou la L'électricité. décharge du téléphone. Ouais. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore une minute et puis on passe peut-être à la question suivante avant de...
Alors, le problème, c'est que Enfin, en son si on passe absence, à la question suivante, il faut qu'il puisse l'entendre quand même. exactement. Mm. Et là, il est dans un pays voisin, il est loin de moi, on ne peut même pas le joindre par téléphone facilement Mm. pour savoir ce qui lui arrive. Oui, c'est dommage parce que c'était très Oui, intéressant à Ouais. discuter cette Ouais, intervention. ouais. Et ce serait dommage de le faire professeur, maintenant sans lui. Bien ouais, qu'il bon, moi, ait Sergio je peux Molet le qui est là. contacter. Ah oui, si Oui, quelqu'un peut le contacter, oui, Peut-être il d'accord. oui, je peux, comme je suis sur place, je peux le contacter. Ah, vous êtes au Congo? Non, c'est au Burkina. C'est au Ah, au Burkina, Burkina, oui, très c'est bien. ça. Si vous pouvez Ah, d'accord, lui allez-y. téléphoner pour voir si tout va bien Pour qu'on sache au moins quelle est la nature de son problème. et s'il va pouvoir réussir à se reconnecter. Sinon, on passe à la prochaine. Sinon, Arnaud, en attendant qu'il se joigne, moi, je dirais que c'est très intéressant du point de vue de l'enseignant que je suis d'avoir cette opportunité de mettre les jeunes Africains de partout. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, sur la pensée personnelle et d'avoir à entendre ce niveau d'intervention, de communication Ouais, qui est très, très, très honorable. très élevé. La deuxième chose, c'est qu'il fait une approche comparative ou comparée entre Bergson et un philosophe d'Afrique, Njom Moele, qui est sur le panel avec nous et qui est lui-même vraiment qui a été nourri au bergsonisme. Et le texte dont parle le jeune est un texte d'inspiration bergsonienne. Bergson vraiment transpire dans ce texte de Njom Moele de la médiocrité à l'excellence. Il a bien fait, justement, de mettre face à face ces deux catégories, c'est-à-dire le clos et l'ouvert, la médiocrité et l'excellence. Donc, je crois qu'il est sur une très bonne voie. Et ce serait bien qu'il revienne pour répondre aux questions qu'on lui pose et noter les ouvertures qu'on lui suggère pour continuer son travail. Alors, j'ai pu le joindre. Oui. Il dit que sur place, il y a eu problème de délestage. Donc, il essaie de rétablir la connexion. Voilà. Délestage, je veux dire, pour ceux qui ne savent pas, coupure d'électricité. Moi, je propose qu'on passe à la suite et qu'on lui donne éventuellement un petit temps. À mon avis, il restera quelques minutes après Oui, pour répondre aux dernières questions. Il très restait bien. une question de Caterina, une question de toi-même, Émile, et une question du Oui, professeur Enjo Muele. Donc, on peut très, donner 5-10 minutes tout à la fin. très bien. Alors, pour le moment, on va pouvoir passer à la deuxième communication. Monsieur Atoubeyene, est-ce que vous êtes bien connecté, présent? Ton micro est encore fermé? Oui, le micro est fermé. Monsieur Atoubeyene, Frédéric Atou, vous êtes présent, vous pouvez parler? Oui, je suis présent, je vous écoute. Voilà. Alors, comme nous avions dit, il faudrait que vous puissiez éteindre votre vidéo. Voilà, je vois que c'est fait. Je vais vous présenter et puis vous prendrez ensuite la parole. Alors, vous êtes Frédéric Atoubeyene, doctorant en philosophie, sur le point de soutenir votre thèse qui est intitulée Transcendance et émergence chez Martien Towa. Vous la faites au département de philosophie de l'Université Yaoundé 1. Précédemment, vous avez fait un master en philosophie sur le thème Martien Towa, lecteur de Platon et de Hegel, sous la direction de Nkolo Foé. Votre spécialisation universitaire, c'est l'histoire de la philosophie et la philosophie africaine avec option culture et développement. Vous êtes par ailleurs enseignant vacataire dans plusieurs collèges et vous avez publié un certain nombre d'articles scientifiques. Je vais en mentionner 4. La conscience politique chez Martien Towa, Théâtre sur le procès d'une Afrique sans philosophie, sous-titré Une transformation de l'essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle de Martien Towa, Philosophie et moralité, jalons pour une éducation africaine de la transcendance, et un article en cours de publication intitulé Temps et progrès chez Martien Towa. Ce sont des articles qui ont été publiés dans la revue philosophique Bantou.
Et une petite note biographique et personnelle, vous étiez déjà présent, vous le soulignez, comme jeune étudiant il y a 10 ans et demi, tout juste inscrit à l'université, au colloque de Yaoundé en 2013, auquel j'ai pu moi-même prendre part, et je me réjouis que vous fassiez cette référence. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très heureux de vous entendre, cette fois comme intervenant, sur une communication qui va s'intituler La transcendance et la signification du progrès chez Bergson et Towa. Alors, vous avez 30 minutes, ça veut dire jusqu'à 11h15, et puis ensuite, nous mènerons la discussion. Voilà, je vous passe la parole, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud, pour cette présentation. Je voudrais souligner déjà que j'ai un téléphone 3G, donc je ne peux pas utiliser la caméra pour que je sois visible au niveau de l'écran. Si vous pouvez souffrir de m'écouter à partir de l'audio. Oui. C'est possible? C'est ce qui était convenu, donc vous pouvez procéder ainsi. D'accord, merci beaucoup. Bon, je prends aussi sur moi la volonté de remercier le professeur Émile Quémonier, qui était mon professeur de philosophie et morale au niveau 1, l'année où le premier colloque sur Bergson s'était déroulé. Et c'est lui qui nous a donné cet amour à lire les deux sources de la morale et de la religion de Bergson. Professeur, merci. Alors, aujourd'hui, je viens pour faire un lien entre Bergson et Towa Massien. Bergson, probablement, vous le maîtrisez déjà. Et la dernière fois, j'ai causé avec le professeur Frédéric Boms qui me disait qu'il ne connaissait pas Massien Towa. Et je vais faire une brève présentation sur la personne de Massien Towa. Massien Towa, il est promotionnaire au professeur Ebenezer Njomwel. Ils sont presque de la même génération. Il est né en 1933 et malheureusement, il quitte le monde terrestre en 2014, en 2 juillet, donc ce qui fait déjà 10 ans. Massien Towa s'est vite remarqué parce qu'il avait eu le courage de critiquer Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais, poète et littéraire, à qui il reprochait d'avoir réduit l'Africain à l'émotion. Et partant de là, il a produit quelques ouvrages qui sont restés aujourd'hui des ouvrages de grosses références, tels que Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Dans cet ouvrage, Massien Towa invite les Africains à passer par l'iconoclasme révolutionnaire, c'est-à-dire la destruction du sacré et du sacré en Afrique pour espérer se mettre sur le chemin du développement. Il a également écrit l'idée d'une philosophie négro-africaine. À l'intérieur, il valorise la culture africaine et montre qu'on peut s'appuyer sur cette dernière pour se mettre sur le chemin du développement. Donc, Towa Massien est un inspirateur pour beaucoup et pour moi personnellement, il m'a inspiré et ce qui m'amène à développer plus ou moins ma pensée et prolonger également la sienne dans ses travaux, même comme je ne partage pas à 100% ses points de vue. Sur ce, Massien Towa, dans les travaux de Massien Towa, il apparaît plus ou moins une mention qui fait allusion à Bergson. Mais cela ne signifie pas qu'il ignore la production intellectuelle de ces derniers. Déjà en 1960, Towa rédigeait ses travaux de mémoire, diplôme d'études supérieures sur une thématique intitulée Bergson et Hegel. Je tire cela de Émile Quémonier, Massien Towa, L'homme et l'œuvre. Dans les philosophes du Cameroun, conférence débat du cercle camerounais de philosophie au Centre culturel François Fillon, janvier-avril 2005. Derrière ce constat, nous pensons que le philosophe français est classé parmi tant d'autres philosophes qui ont inspiré Massien Towa. Cela nous conduit à découvrir que lorsque Towa parle de l'ethnophilosophie,
comme un enfermement au passé, il est question de voir chez Bergson la notion d'une habitude close, c'est-à-dire bornée au cercle. L'ethnophilosophie, au passage, c'est l'un des concepts que Towa a vulgarisé dans son ouvrage Essai sur la problématique. Et en filigrane, on peut dire que sa position est de montrer que l'ethnophilosophie est opaque à la critique, ou autrement dit, elle est fermée à la critique, elle n'accepte pas la critique. Quand le philosophe camerounais invite ses frères africains à s'organiser à partir du principe de l'ouverture, un concept qu'on tire de identité et transcendance, de la pensée critique sans complaisance, nous voyons un lien inspirant qui vient de Bergson, qui parle de la société ouverte, c'est-à-dire une organisation qui embrasse une direction nouvelle, celle qui appelle à aller au-delà de ce qui fait la limite dans l'action. Il n'est donc pas un danger pour nous de voir que Bergson et Towa se partagent des points de vue et Towa se démarque de certains points de vue de Bergson, ce qui donne une approche conflictuelle au niveau des positivismes. C'est quoi la transcendance? La transcendance, de son concept, de son étymologie latine, on entend par transcendance l'idée du surpassement, du dépassement ou du franchissement. Alors, chez Bergson, la transcendance est un appel à aller au-delà de la frontière établie afin d'atteindre l'idée d'une supériorité des valeurs. Nous puisons cela dans Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, une présentation de Bruno Casseriti, Flammarion 2012, à la page 122. Maintenant, chez Marcien Towa, la transcendance est le fait d'aller au-delà d'une frontière déjà établie, mais ayant une coloration à la créativité. Donc, il invite les Africains à créer et parce qu'il constate dans son contexte africain que les Africains sont standards à ce que les ancêtres ont produit. Et là, il voudrait donc avoir une face nouvelle. Et pour avoir donc une face nouvelle, il invite les Africains à opérer un mouvement de la transcendance, c'est-à-dire à créer pour continuer la marche en avant, la marche vers le progrès ou de l'émergence. Ce qui nous permet donc de parler aujourd'hui du progrès. Le progrès du latin, c'est progressus, qui signifie progression. Le progrès est le fait d'organiser la marche en avant d'une civilisation, d'un peuple ou d'une communauté. Avec Bergson, on comprend le progrès comme la force de changer de regard. Toujours dans les deux sources de la morale, que Bergson nous apprend cela, la force de changer de regard. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un regard qui traverse le clos antérieur et s'ouvre au devenir. Donc, la philosophie du progrès chez Bergson, c'est cette capacité à se désillusionner du passé, de ce qui déshumanise pour s'orienter vers une nouvelle perspective, un nouveau monde, le monde où l'humain ne sera plus en danger. Il conçoit le progrès comme une ouverture au mouvement perpétuel de la création qu'il qualifie lui-même dans l'évolution créatrice comme étant quelque chose d'ininterrompu. Chez le philosophe camerounais, par contre, le progrès se réduit à la continuité de la créativité parce que la perspective révolutionnaire nous ramène aux ancêtres pour autant qu'eux aussi furent des créateurs. Il ne faut pas interrompre le mouvement de la créativité, c'est-à-dire on est appelé, nous, ici en Afrique, à continuer la marche en avant vers l'avant. Là, c'est dans un article